là, c'est un peu le sujet donc, de cette conférence, c'est de comprendre en quoi l'astrologie est un carrefour de connaissances, un carrefour d'inspiration, et comment elle peut être une source d'inspiration profonde pour les temps qui viennent, pour les siècles qui viennent d'ailleurs, tant pour la science que pour la philosophie, la psychologie et sans doute, bien entendu, la spiritualité. Alors pour obtenir cette vision globale, on va passer par un concept, on va passer par le concept des 3 miracles. C'est-à-dire que nous sommes, toutes nos existences, nos destinées sont reliées à 3 miracles que nous vivons toutes et tous. Donc le premier miracle, c'est tout simplement l'univers, et avec tout ce que l'univers comporte de visible et d'invisible. C'est-à-dire tout le cadre du temps, de l'espace, de la matière, de l'énergie, les étoiles, les galaxies, les avancées scientifiques actuelles avec l'énergie noire, avec la matière noire, les éléments cachés, tout ce que l'on veut. Peut-être même, pourquoi pas, des multivers. Le second miracle, c'est la vie, tout simplement. Parce que dans le cadre de cet univers qui est absolument incommensurable, eh bien, nous avons la vie elle-même, qui, pour ce que nous en savons, n'existe pour le moment que sur notre biosphère, que sur la Terre. Et la vie, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'organismes complexes et autonomes qui sont capables d'évoluer, de se régénérer, de se reproduire et de mourir. Donc évidemment, ça c'est le second miracle. Et ensuite, le troisième miracle, qui est bien entendu la conscience. Et la conscience, c'est le couronnement du psychisme. Car le psychisme, c'est un peu tout ce qui touche à l'esprit. On sait que le psychisme existe à l'état latent dans le végétal. Les chamans, les animistes considèrent qu'il y a aussi du psychisme dans le minéral. Ensuite, chez les animaux, et spécialement les mammifères, quoique les oiseaux soient aussi très évolués, nous avons un psychisme qui est déjà plus avancé, donc qui se développe. Et puis évidemment, nous avons un psychisme extrêmement sophistiqué chez l'être humain, et c'est ce psychisme que nous appelons la conscience. C'est par le biais de la conscience que nous réalisons que nous existons de façon distincte de notre environnement, mais que nous sommes toujours en relation constante avec l'environnement et avec nous-mêmes, alors même que nous percevons, que nous pensons, que nous existons dans le cadre d'un univers qui est, on l'a dit, inimaginablement vaste et mystérieux. Donc, c'est évidemment à partir de la conscience que nous allons travailler, car c'est à partir de la conscience que nous interrogeons l'univers, la vie, notre nature, et cela depuis la nuit des temps. Et c'est à partir d'elle que nous revenons à l'astrologie. L'astrologie qui a regagné beaucoup de modernisme depuis quelques dizaines d'années, depuis que la science postmoderne, alors la science postmoderne, c'est un concept que j'emprunte à un astrologue américain, Robert Hand, qui parle de science moderne. La science moderne, c'est ce qui nous vient depuis la Renaissance, avec l'univers horloger qui est tout en mécanique. Et la science postmoderne, c'est la science qui touche à la relativité, qui touche à la mécanique quantique. Et c'est la science qui donne un rôle différent à l'observateur. C'est-à-dire que la science moderne considère que l'observateur est à l'extérieur de ce qu'il observe, alors que la science postmoderne, eh bien non. L'observateur appartient à la chose observée. Et nous savons aussi, entre autres par les expériences de Maureen Lemain, que la conscience n'est peut-être pas forcément attachée au corps. Elle est attachée, mais en même temps, il semblerait qu'elle puisse se détacher. Donc tout cela, ça nous montre bien que la conscience, c'est quelque chose que l'on prend comme allant de soi, mais qui est en fait totalement mystérieux. Et on sait que toutes les recherches actuelles, enfin énormément de recherches, par le biais des neurosciences entre autres,
eh bien, replace la conscience au centre même des débats. Et on va voir que la nature mystérieuse de la conscience, étant le sujet principal de nos recherches, peut être vraiment éclairée par l'astrologie. Donc c'est un des points qui fait que l'astrologie redevient extrêmement moderne. Alors, soulignons maintenant un point qui me semble fondamental. C'est que la conscience semble, dans sa nature même, dans ses orientations naturelles, peut-être dans sa structure, être à l'origine de deux mouvements fondamentaux. Le mouvement du sens et le mouvement de l'ordre. Le sens au niveau signification, au niveau signifiant. C'est-à-dire que le sens et l'ordre sont associés dans nos perceptions. Ce qui fait sens, quelque chose qui fait sens est considéré comme logique, comme ordonné, comme démontré. Ce qui ne fait pas sens est désordonné, chaotique, source de malaise, source de conflit. Et depuis le début des temps, nous observons, nous ressentons le chaos, principalement en nous-mêmes, au cœur de nos pensées. Il y a toujours quelque chose d'extrêmement chaotique à l'intérieur même de nos pensées, de nos préoccupations, et bien entendu de notre relationnel, et d'où les guerres, les conflits, et ainsi de suite. Et l'ordre que nous recherchons, nous sommes tous, pourrait-on dire, à la recherche d'ordre, eh bien, est associé à la beauté, à l'harmonie, à la sérénité, et à l'absence de conflit. Ce qui fait que la conscience, quelque part, doit aussi s'associer à la notion de quête. La quête dans le sens, la quête chevaleresque, chercher quelque chose, la quête du Graal, tout ce que l'on veut. Ce mouvement de la quête tapisse l'histoire de l'être humain. Nous cherchons à comprendre, peut-être parce que l'ignorance nous est insupportable, mais aussi parce que la vie elle-même nous y pousse. C'est-à-dire que les plantes, les minéraux, l'organisation de la matière, les animaux de toutes sortes, la nature, la géométrie, les mathématiques, la musique, la biologie, et évidemment les astres, les étoiles, partout où nous posons notre regard, partout où nous exerçons notre intelligence, nous sommes confrontés à un ordre extraordinaire et parfait. C'est un ordre qui est sous-jacent et qui est dissimulé dans un chaos apparent. Ainsi qu'il s'agisse des philosophes ou des scientifiques, des croyants et même des artistes, la quête de l'ordre est au premier plan. Et bien entendu, l'astrologie est entièrement soumise à cette quête de l'ordre. Celui-ci qui est cosmique, s'imposant aux yeux de nos plus lointains ancêtres, par la beauté, par la majesté du ciel, par les cycles de la lune, par le cycle du soleil, par le ballet ordonné des étoiles, des constellations. Donc l'homme, l'être humain, a toujours opposé d'un côté ce chaos de son existence à la beauté, à la clarté du ciel, à l'ordre du ciel. La conscience reste donc très mystérieuse, d'autant que on ne sait pas pourquoi la conscience recherche le sens. Pourquoi la conscience recherche l'ordre. C'est quelque chose que nous avons tous en nous-mêmes, que nous repérons dans absolument toutes les cultures. Et c'est à partir de ces considérations que l'astrologie s'insère dans la place de choix qui lui revient. L'astrologie, donc, si l'on veut tenter une définition, il y a des tas de définitions de l'astrologie. Je me souviens de définitions d'astrologues comme Alan Leo ou l'américain George Llewellyn qui parlent de science de réaction aux vibrations planétaires.
Je me souviens d'une définition du Larousse 1910 où il est question d'art mensonger, qui parle de l'influence des astres sur la destinée des êtres humains. Il s'agit maintenant sans doute d'arriver à des définitions plus précises et qui parlent plus à des esprits contemporains. Il y a un lien. Tout ce que l'on sait pour le moment, c'est qu'il y a un lien entre conscience et cosmos. Ce que nous dit l'astrologie, c'est que la ronde des astres, perçue dans sa géométrie, les aspects, voilà la ronde des astres dans le zodiaque, eh bien, possède un sens, et est lié à un sens, et est lié à des significations, et peut-être même génératrice de sens. L'astrologie, en fait, ça n'est rien d'autre. Associer le sens à la géométrie, spécialement, bien entendu, à la géométrie céleste. Cosmos signifie monde ordonné, on le sait de plus en plus maintenant, parce que pendant des centaines de millénaires, avant que la pollution lumineuse, hélas, ne nous éloigne de la proximité des étoiles, nous avons associé l'ordre à cette vastitude étincelante et silencieuse en opposition à l'obscur chaos de nos relations sociales et de notre vie intérieure. Et ce qui nous intéresse pour la plupart d'entre nous, dès que l'on pratique un peu l'astrologie, l'art de l'interprétation, eh bien l'art de l'interprétation se confond avec la quête de l'ordre. C'est-à-dire que le thème astral, au départ, apparaît toujours comme une jungle complexe et désordonnée. Et il appartient à l'astrologue de lui donner un sens. Donner un sens au thème astral, c'est l'ordonner. C'est faire cette jonction entre donc l'astrologie, le sens et l'ordre. Il s'agit donc, toujours dans l'art de l'interprétation, de mettre en ordre autour d'un sentier, autour d'un chemin, autour d'une finalité, le thème astral. On va revenir un peu sur cette question de finalité. J'ai d'ailleurs développé dans cet ouvrage-là, dans la mécanique de la pensée, l'astrologie et la mécanique de la pensée, cette notion d'horizontalité et cette notion de verticalité. Au départ, on fait de l'astrologie et on est dans ce désordre horizontal, c'est-à-dire qu'on a des tas et des tas d'informations. On sait, on est de tel signe, et puis on a la lune dans un autre, et puis on a des carrés, on a des oppositions, et puis tout cela c'est signifiant. On sait que si l'on est taureau, on n'est pas exactement comme un poisson, ou comme un bélier, et ainsi de suite. On sait que si on a une lune à l'ascendant, on n'est pas exactement comme quelqu'un qui a une lune en 4, et les aspects. Mais tout ça, c'est l'horizontalité du thème. Et l'art de l'interprétation, ça va être la verticalité, c'est-à-dire de réussir à partir de toutes ces informations, à partir de tout ce tapis d'informations, de réunir l'ensemble autour d'un sentier, autour d'un chemin qui va traverser. Et pour réunir l'ensemble autour d'un sentier, autour d'un chemin, il faut une sorte de finalité, il faut une sorte de but, il faut aller quelque part. Et ce quelque part, voilà, c'est ce qui va développer la valeur de l'astrologie, autant au niveau de la psychologie que de la philosophie, la réalisation de soi, la compréhension de soi, la connaissance de soi, et ainsi de suite. Mais sans doute, malgré tout, et ça on peut en discuter parce que c'est un peu la grande question, c'est-à-dire la spiritualité. C'est-à-dire, voilà, va-t-on quelque part, ce sentier mène-t-il quelque part? Alors, avant de pousser plus loin ce type d'investigation, un petit mot quand même sur la notion de croyance, parce que là aussi, si nous voulons nous débarrasser des vieilleries de l'astrologie, spécialement peut-être dans l'inconscient collectif, parce que nous le savons bien, quand on parle d'astrologie, on a souvent droit à des sourires un peu supérieurs ou méprisants. Donc,
il faut vivre l'astrologie et la définir, encore une fois, de façon différente. Et pour cela, il est très très important de comprendre la croyance. Et avant de poursuivre, donc, on n'est pas là, ici, maintenant, évidemment, pour prouver la véracité de l'astrologie. Celles et ceux qui étudient quotidiennement l'astrologie, mais qui ne sont pas là pour y chercher une sécurité psychologique, qui ne sont pas là pour nourrir un besoin de merveilleux, pour ces personnes, c'est un fait avéré. Parce que l'expérience, le travail que nous faisons, nous montre que l'astrologie fonctionne. Par contre, il faut faire sienne cette maxime: la croyance est l'ennemi mortel de l'astrologie. Et il faut complètement sortir de cette vision « Ah, je crois dans l'astrologie et donc » ou « Je n'y crois pas et donc ». Il faut, hein, et c'est quelque chose que j'aime souligner, mais qui est très très important, c'est cette notion du ni croire, ni ne pas croire. Il ne faut pas croire dans l'astrologie, et il ne faut pas ne pas croire dans l'astrologie. Ni croire, ni ne pas croire. En fait, j'étais tombé sur cette notion il y a très longtemps, tout au début de mes premières recherches, dans l'introduction du livre des morts tibétains, où l'auteur, le docteur Ivan Swens, parlait de la logique orientale. Parce que il y a les Occidentaux, malheureusement, sont très influencés. Bon, je n'ai rien contre les Grecs, bien au contraire, mais dans la philosophie grecque, il y a la logique du tiers exclu, et qui fait que l'on ne peut pas être et ne pas être en même temps. On choisit être, hein, comme Hamlet, ou ne pas être. Mais dans la logique orientale, on considère que l'on peut être, ne pas être et ne pas être, et ni être ni ne pas être. Et ni être ni ne pas être, c'est-à-dire ni croire ni ne pas croire, c'est vraiment la vision et la façon d'être la plus intelligente par rapport à l'astrologie. Parce que c'est ça qui va nous forcer à expérimenter, c'est ça qui va nous forcer à travailler et à ne pas être dans l'illusion, à ne pas se raconter d'histoire. Ce qui nous permet de renvoyer dos à dos le matérialiste athée d'un côté et le croyant naïf de l'autre. Car voilà, en fait, ce sont les deux faces de la même pièce. Seul ce point de départ, qui est libéré de toute forme de préjugés, va nous permettre d'avancer sans nous embourber. Ensuite, toujours dans le cadre de l'âge d'or de l'astrologie, faisons aussi un détour qui vaut la peine par le fait qu'il y a des outils qui se sont développés ces dernières années, mais même assez récemment. Moi, je pratique l'astrologie depuis les années 70 et le paysage a totalement changé dans ce que nous pouvons faire astrologiquement parlant. D'abord, par l'informatique, à notre époque, eh bien, on peut monter un thème astral en 30 secondes, mais ce qui nous intéresse, c'est que l'on peut montrer énormément de thèmes astraux. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu, je crois que c'est mon dernier article, j'en parle encore dans le blog, par rapport à la conjonction Mars-nœud lunaire sud, c'est-à-dire Mars-Ketu, que l'année dernière, bon, moi ça fait des années que je fais des recherches sur Mars-Ketu, et ça fait des années que je vois que Mars-Ketu est lié aux attentats. Bon, c'est très intéressant. Mais l'année dernière, d'un seul coup, je me suis dit, tiens, et si je faisais une expérience, si j'essayais de faire le thème d'un attentat, donc j'ai fait ça en aveugle au départ, j'avais aucune idée de ce que ça allait donner, d'un attentat très important qui a marqué le XXe siècle, pour voir ce que cela donne. Et c'est là où j'ai fait le thème astral de l'attentat de Sarajevo. Je crois, 1914, j'ai plus la date exacte. Et évidemment, bon, ça a été merveilleux,
fascinant de voir que le jour de l'attentat de Sarajevo, vous souvenez, historiquement, c'est quand même le début de la guerre 14. C'est un attentat monstrueux. Eh bien, on a conjonction Mars-Ketu. Donc c'est ça qui est intéressant. Moi, je me mets dans la peau d'un astrologue, mais d'il y a ne serait-ce que 50 ans, c'était déjà beaucoup plus compliqué à monter. Là, ça m'a pris 30-40 secondes pour aller vérifier ça. De même, à notre époque, on peut s'amuser, beaucoup de gens le font maintenant, à essayer de monter le thème astral de Jésus, le thème astral du Bouddha. Là, j'ai fait aussi quelque chose sur l'âge axial, avec la grande conjonction Uranus-Neptune-Pluton. C'est toutes des choses qui étaient totalement hors d'atteinte des astrologues des temps passés. Pouvoir étudier la conjonction de ces trois astres et de la trouver, mais en quelques clics d'ordinateur, c'est inimaginable. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais surtout qui nous permet d'avancer. Parce qu'on peut faire des centaines, on peut faire des milliers de thèmes. Alors qu'avant, moi je me souviens qu'à mes débuts, ça me prenait une demi-heure, trois quarts d'heure à dessiner un thème astral. Donc, et en plus avec tous les risques d'erreur de toute façon. Ensuite, soulignons rapidement les écoles, les livres, le projet par exemple Insight, où l'on trouve des traductions, mais qui a encore 50 ans était inconnu. On était resté quand même bloqué sur Ptolémée, avec le tétrabiblos. Maintenant, on a accès à d'autres astrologues, tout aussi intéressants, de l'époque de Ptolémée. Et il suffit de faire des recherches, même sur Internet, on a des tas de textes qui étaient très difficiles à trouver il y a 20 ans, et qui maintenant sont traduits en livres d'accès, libre d'accès. Donc, ça permet aussi, évidemment, de développer l'astrologie de plus en plus. Et puis, c'est autre chose, mais au niveau même scientifique, on en parlait déjà un peu tout à l'heure, la science postmoderne, la réfutation de l'univers horloger, la conscience qui revient au centre, les travaux de Jung, de Paoli, c'est-à-dire d'un seul coup la causalité qui n'est plus totalement obligatoire et qui fait que, effectivement, face à un scientifique, je me souviens, c'était en 89, donc il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai participé à une conférence où il y avait pas mal d'astrologues. Il y avait Ruperti d'ailleurs, qui est mort maintenant, et puis il y avait plusieurs astrophysiciens, il y avait 2 astronomes, donc il y avait aussi des scientifiques. Et le but de la conférence, c'était toujours pareil, d'essayer de créer un pont entre la science et l'astrologie. Et la plupart des scientifiques revenaient toujours à la même question. La causalité. Montrez-nous par quel moyen causal l'astrologie fonctionne. C'était toujours leur interrogation. Tant que vous ne nous montrez pas un rayon, une vibration, quelque chose de mesurable, eh bien non, l'astrologie, on ne peut pas s'y intéresser véritablement. Or, nous vivons une époque maintenant, et de plus en plus avec le développement bien sûr de la mécanique, enfin de la physique quantique, et puis avec toutes ces nouvelles descriptions, ces nouvelles représentations de l'univers, qui nous montrent que l'univers c'est un tapis d'informations, c'est un tapis de vibrations, et effectivement l'éloignement physique n'est plus gênant. Et on peut imaginer avoir des relations complètement tout à fait intéressantes, marquées, remarquables, existantes avec les astres, sans obligatoirement en passer par la causalité classique. C'est-à-dire que nous n'avons plus, en tant qu'astrologues, nous n'avons plus à bâtir d'hypothèses à propos d'influences vibratoires, magnétiques ou gravitationnelles, qui d'ailleurs ne furent jamais réellement découvertes. On va parler de ça juste après. On peut justement envisager des approches beaucoup plus fines, beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus sophistiquées, qui nous montrent pourquoi l'astrologie fonctionne. Et puis, le dernier point,
c'est la relation de l'astrologie à la psychologie. Parce que si on étudie encore une fois le début du siècle, le début du XXe siècle, pardon, ou la fin du XIXe, on voit qu'il y a quand même beaucoup de travaux psychologiques qui sont déjà faits chez nombre d'astrologues. Mais il est vrai que nous avons beaucoup profité et que maintenant, beaucoup d'astrologues offrent des portraits d'individus connus ou inconnus, ou bien dans le cadre de leur métier, des analyses psychologiques, des analyses de caractère extrêmement sophistiquées, extrêmement bien faites. Et cela, ça rajoute beaucoup à la crédibilité de l'astrologie. Et nombre, on le sait, il y a des entreprises, il y a des politiciens, nombre de gens qui s'intéressent à l'astrologie à cause de cela. Voilà. Donc maintenant, on va revenir à quelque chose d'un peu plus au cœur même de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire cette notion de sens et les relations, les liens entre l'astrologie, la conscience et puis le sens. L'astrologie se résume à donner un sens à la géométrie céleste, à lire la géométrie, en lisant cette géométrie, à trouver le sens et à décrypter le sens. C'est tout l'art de l'astrologie. Et à ce niveau-là, on va dire que l'astrologie, alors si justement on l'inclut dans toutes les recherches actuelles, l'astrologie est une interface privilégiée entre les consciences individuelles et les consciences collectives. Entre cette notion de sens, entre nos petites existences, entre nos corps, entre l'espace, le temps, etc., mais peut-être aussi en relation avec un ailleurs, quelque chose qui n'appartienne pas à l'espace-temps, qui n'appartiennent pas à notre univers connu. Et là, je ne suis pas en train de partir dans des conceptions spirituelles ou dans des croyances. Là, nous sommes au cœur même de la science post-moderne. C'est-à-dire peut-être ce qu'il y avait avant le Big Bang, ou peut-être ce qui a créé l'univers tel que nous le connaissons. On a deux physiciens. On a Wolfgang Pauli, prix Nobel de physique, qui travaillait avec Jung, avec le psychiatre Jung, et on a David Bohm, grand physicien, qui travaillait avec Krishnamurti. Et tous les deux, dans leur théorie, vont dans la même direction. Ils parlent d'une trame primordiale. David Bohm a créé la notion d'ordre implicite, d'ordre replié. Pour ce qui est de Pauli avec Jung, c'est parce qu'il recherchait l'origine des synchronicités. Les synchronicités étant des intrusions du sens. Tout le monde connaît les synchronicités. Mais on ne peut pas les expliquer parce qu'elles ne sont pas causales. Donc, la science la plus moderne, la science la plus contemporaine, considère que dans un ailleurs, on va dire, de l'espace, du temps, de la matière, de l'énergie, donc de cet univers tel que nous le connaissons, il y a une trame primordiale. Et que cette trame primordiale projette notre univers, projette la matière, mais projette aussi nos consciences, projette aussi nos existences, projette tout ce que nous connaissons. C'est cette vision qui est très moderne, mais qui en même temps, si on l'analyse un peu, correspond par exemple à la notion du Brahman des hindous. Les hindous considèrent qu'il y a le Brahman qui est un peu la notion du Dieu suprême, mais qui est un absolu, qui n'est pas anthropomorphe, et que du Brahman, tout va naître, tous les univers, les dieux, les êtres humains. Donc le Brahman, l'ordre replié, l'ordre implicite,
la trame primordiale, tout cela, ça signifie un peu la même chose. Donc on a un lien évidemment entre spiritualité ici et science postmoderne, donc la science la plus avancée. Et on s'aperçoit que l'astrologie a cette capacité à se glisser exactement au milieu. Bon, si l'on considère que le thème astral, notre thème astral, totalement signifiant, nous savons que ça fonctionne. Nous savons que notre thème astral est tout à fait en relation avec ce que nous sommes. Donc notre thème astral a un sens. Et ce sens, il est inscrit dans le ciel. Nous sommes inscrits dans le ciel par le biais de notre thème astral, puisque nous pouvons déchiffrer notre caractère, mais aussi une partie importante de notre destinée, par le biais du thème astral, donc par le biais d'une géométrie qui est inscrite dans le ciel. Cela nous dit au moins, cela ne nous prouve pas l'existence de Dieu, c'est pas ça le problème, mais cela nous prouve d'une certaine façon que non seulement la vie n'est pas un accident, mais que l'univers n'est pas indifférent à notre présence, qu'il y a un lien, qu'il y a quelque chose de fondamental qui existe entre l'univers et nous. Et l'astrologie, c'est peut-être le seul lien tangible, réel, remarquable, visible, qui existe entre l'univers et nous, et sans doute entre cette trame primordiale que les scientifiques recherchent, que les philosophes cherchent à comprendre, que les croyants vont adorer, que les théoriciens, les théologiens vont chercher à développer. Eh bien, le seul lien, mais vraiment remarquable, que nous avons passe par l'astrologie. À ce niveau-là, l'astrologie, c'est l'anticroyance. Parce que les gens, bon, on le sait, hein, on est dans des civilisations qui ont cru en Dieu ou qui croient encore en Dieu de toute façon, et depuis des millénaires. Mais malgré tout, à moins d'avoir eu une expérience mystique personnelle, ce qui est relativement rare, et encore on se demande toujours si on n'est pas dans l'illusion, eh bien ça reste du domaine de la croyance. Les gens vous disent oui, moi j'ai la foi, ou bien on ne l'a pas. Et d'où ce fait que d'un côté on a le croyant et de l'autre on a le matérialiste athée. Mais l'astrologie vient se glisser entre les deux. L'astrologie, d'un seul coup, montre qu'il y a moyen, d'une façon ou d'une autre, de déduire l'existence de quelque chose. Pas forcément, évidemment, de Dieu, et ce n'est pas l'astrologie qui peut même nous faire croyance, nous faire croire dans l'immortalité de l'âme ou quoi que ce soit. Ça, ce sont des développements, ce sont de possibles conséquences, c'est tout ce que l'on veut. Mais au moins, nous avons ce lien. Nous avons ce lien qui fait que cet univers dans lequel nous vivons, et peut-être donc cette trame primordiale, a une relation avec nous, a une relation avec notre conscience individuelle, avec sans doute la conscience collective de l'être humain, mais aussi avec notre conscience individuelle. Ainsi, les relations remarquables entre les astres et la conscience se situent au cœur du débat. Et il faut, pour revenir toujours aux mêmes considérations, il faut se défaire de la vision de corps célestes qui voyagent dans le ciel au-dessus de nos têtes depuis nos tout premiers pas de primates, et puis qui agissent d'une façon ou d'une autre sur nos caractères et sur nos destinées. Donc c'est là où on peut s'interroger d'une façon différente, avoir des conceptions différentes. C'est-à-dire, on va essayer de comprendre deux points majeurs. Le premier point, c'est que tout effet, alors à nouveau guillemets entre effets, tout effet astrologique remarquable passe par le filtre du psychisme. Que ce psychisme soit conscient ou inconscient. Le vecteur du sens
dont on parle depuis tout à l'heure, le vecteur du sens, sous la forme de signification remarquable, sous la forme d'orientation de la pensée, de ce que nous avons dans la tête, ou de tendances psychologiques, eh bien, use de ce sentier psychique. Les tendances psychologiques, qu'il s'agisse de froideur quand on parle de Saturne, ou qu'il s'agisse d'agressivité quand on parle de Mars, par exemple, tout ça, ça passe par le filtre du psychisme. Il est possible cependant qu'ensuite, comme l'astrologie l'a prouvé d'innombrables fois, que ces effets se manifestent de façon réelle, tangible, mesurable, dans la matière. C'est pour cela que, quelquefois, on va avoir un carré Mars-Saturne, et on sait très bien qu'un carré Mars-Saturne, ça peut conduire, entre autres, il y a des milliers de significations, mais pourquoi pas à un accident, par exemple, qui sera peut-être dû à une frustration ou je ne sais quoi, mais on va dire qu'il y a des durcissements de la réalité. Cependant, on garde à l'esprit que tout effet astrologique passe par le filtre du psychisme. Et ensuite que ces effets astrologiques, toujours effets, plutôt que de parler d'influence, ne sont pas forcément, évidemment, séparés ou à distance. Car les astres ne sont pas d'un côté et la conscience de l'autre. Et c'est peut-être là ce qu'il y a de plus important à saisir. Donc, on va essayer maintenant de voir comment ça peut fonctionner. Les astres font partie intégrante de la conscience. Plutôt que de les voir comme des objets cosmiques extérieurs, ce qui est vrai, ce qui est tout à fait réel, essayons maintenant de les voir d'une autre façon. C'est-à-dire, les astres font partie intégrante de la conscience. Demandons-nous si le psychisme, tel que nous le connaissons, existerait sans la présence du système solaire. Plutôt que de nous dire « Ah, les astres agissent extérieurement sur nous », on peut se demander si les astres ne sont pas à l'origine même de notre structure psychique et même de notre psychisme. C'est-à-dire, plutôt que de bâtir des hypothèses sur la façon dont les astres agissent extérieurement, physiquement, symboliquement, analogiquement, ces dernières années tout y passe, eh bien, on se demande si ce psychisme n'est pas créé par la géométrie céleste. Si on prend l'exemple de la Lune, qui incidemment représente le mental. La Lune représente beaucoup de choses, mais la Lune, entre autres, représente le mental, sous ses aspects de contenu de la pensée, c'est-à-dire de mémoire ou de soliloque intérieur, ou de préoccupation mentale, eh bien, la Lune joue un rôle clé dans la stabilisation de l'orbite terrestre. Ce qui signifie que c'est grâce à la Lune que des conditions climatiques propices au développement de formes de vie sophistiquées ont pu se déployer sur la Terre. La vie, mais pas seulement la vie, le psychisme et la conscience. Sans la Lune, c'était pas possible. Nous aurions une planète qui serait parcourue par des vents phénoménaux, par tout ce que l'on veut, mais on n'aurait pas pu se développer tel que nous nous sommes développés. Donc si la Lune a joué ainsi un rôle sur le développement de la vie douée de pensée, n'est-il pas possible que la mécanique des planètes et des luminaires soit liée à notre psychisme profond ? Puisque le berceau de l'humanité n'est pas juste la Terre, mais le système solaire. La structure même de notre psychisme serait liée aux astres. Et les significations des astres orienteraient notre psychisme vers certains horizons, comme la notion de quête dont j'ai un peu parlé tout à l'heure. Cette fameuse notion de quête.
C'est-à-dire, si on se demande mais pourquoi notre conscience cherche à comprendre et à aller vers la quête et pense qu'il faut trouver quelque chose, mais est-ce que ce n'est pas la structure même des astres et la présence même des astres, donc des planètes, le Soleil, la Lune évidemment, mais les planètes, qui nous ont formés ou qui ont formé notre psychisme de cette manière. En ce sens, d'ailleurs, on peut retraduire, on peut retourner par exemple chez les Grecs. Aristote lui-même disait « Ah, les dieux sont les étoiles qui sont dans le ciel ». Donc on peut retourner dans cette direction et se dire que les astres seraient bien des dieux, c'est-à-dire des sortes de consciences supérieures liées à des mécanismes et à des archétypes. L'énergie, l'amour, l'expansion, la communication. Et en même temps, les astres appartiennent aux projections de cette source originelle, de cette trame primordiale dont nous avons parlé. Deux consciences seraient à l'œuvre. La conscience première qui est la trame primordiale et la conscience individuelle, cette conscience propre à chacun qui est le reflet en chaque individu de la conscience primordiale. Et cette conscience individuelle, notre conscience individuelle, est modélisée, construite, structurée par notre thème astral. Ou disons que notre thème astral modélise notre conscience individuelle. Et notre thème astral individuel étant l'interface entre notre conscience individuelle et l'origine peut-être de toute conscience, qui serait cette trame primordiale. Si on veut résumer tout ça, les relations entre le psychisme et les astres, ou plutôt entre la conscience et la géométrie céleste, sont au cœur du débat. L'hypothèse que le psychisme et la géométrie céleste sont interdépendants est envisageable, complètement envisageable. Et cela signifierait que le psychisme donc existe peut-être grâce à la présence des astres, et que les astres dans leur mouvement ensuite influencent le psychisme. Ce qui expliquerait pourquoi l'astrologie fonctionne d'une façon entièrement différente, évidemment, que l'influence extérieure des astres qui planerait au-dessus de nos têtes. Donc, il devient évident que c'est par le biais du psychisme que les astres, d'une façon ou d'une autre, ont une sorte d'action sur nos destinées. Et si l'on réfute l'action ou l'influence extérieure, un tant soit peu magique, eh bien, on va se dire, à partir du moment où l'astrologie fonctionne, comme on l'a vu au début, enfin, on en a parlé au début, qu'elle n'est ni croyance ni illusion, qu'elle s'intègre parfaitement au champ de recherche contemporain, qu'elle offre nombre de réponses cohérentes, que ce soit au niveau cosmogonique, donc en tant qu'interface avec la trame primordiale, philosophique, la notion de quête, la notion de recherche, psychologique, comme nous le savons tous en travaillant sur nos thèmes astraux, et sans doute métaphysique, c'est-à-dire spirituel, parce que tout ça, ça nous interroge, ça ne nous donne pas de réponse, ça ne crée pas de dogme, tout ce que l'on veut, mais ça nous interroge énormément. Eh bien, il est évidemment possible, ça nous remet sur le sujet de cette conférence, il est évidemment possible d'envisager le futur développement de l'astrologie de façon plus riche, plus nette, plus sophistiquée qu'elle ne le fut jamais. Je reviens pour terminer à deux points importants, mais qui seraient intéressants, donc justement de débattre. Le premier point, enfin, ce sont des points qui sont évidemment reliés. Le fait que, comme on le disait tout à l'heure, l'astrologie constitue sans doute l'unique lien visible, tangible et mesurable qui associe nos existences à un dessein universel, à une finalité. Il y a un mot qu'on utilise qui est un peu savant, qui est le terme de téléologie.
la doctrine de la finalité. Est-ce que l'univers a une finalité? Est-ce qu'il y a une finalité à tout ce que nous vivons, à tout ce que nous existons? Ou est-ce que tout ce qui nous entoure et tout ce que nous vivons, etc., n'est qu'un hasard? C'est l'un ou l'autre. Et l'astrologie semble pousser vers la finalité. C'est-à-dire que notre thème astral individuel a une finalité, mais aussi l'univers a une finalité. Et si l'on reprend alors les anciennes traditions, eh bien la finalité de l'individu serait évidemment de rejoindre, de comprendre et de rejoindre cette fameuse trame universelle. La présence dans les cieux d'indications précises par rapport à nos caractères, par rapport à nos destinées, démontre à nouveau qu'il y a, disons, quelque chose. Cela ne démontre pas l'existence de Dieu, mais que l'univers n'est pas indifférent à nos vies, qu'il n'est pas indifférent à nos destinées. Et en cela, c'est une conviction personnelle, mais je crois vraiment que l'astrologie pourrait bien nourrir une vision spirituelle, la vision spirituelle spécifique au 3e millénaire. Ne pas être cette vision, parce que je pense que la vision du 3e millénaire spirituel, c'est une vision de recherche personnelle qui doit échapper à tous les dogmes, à toutes les croyances, à toutes les traditions, où chacun doit réussir à trouver en soi-même les réponses, mais que l'astrologie est un outil extraordinaire, ne serait-ce que parce que justement, elle offre ce lien tangible avec cet univers qui nous entoure. Et puis, le second principe qui est intéressant, je pose, c'est évidemment la quête. Parce que cette notion de quête, vous savez que quand vous étudiez un peu les philosophes, tous les philosophes cherchent à réduire le comportement humain. Tous les philosophes recherchent une réponse particulière, essayer d'englober l'ensemble de l'existence humaine dans une direction particulière, dans une orientation. Et je pense personnellement que la notion de quête répond complètement à cette préoccupation philosophique. Et que, encore une fois, alors c'est quelque chose dont il faut débattre, c'est quelque chose qu'il faut creuser, mais il est fort possible que si notre psychisme et donc notre conscience sont véritablement, émanent, pourrait-on dire, des structures planétaires, de la géométrie céleste, eh bien l'organisation même des astres, tels qu'ils sont, tels que nous les connaissons, avec le Soleil qui est au centre, avec la Lune, le Soleil le cœur, et la Lune le cerveau et les préoccupations mentales, avec Mars l'action, avec Vénus l'amour et toutes ces choses, et bien que tout cela conditionne l'être humain à la notion même de quête. Et que ainsi la quête se mêle complètement à la finalité de nos existences. C'est-à-dire qu'une existence sans quête, une existence sans recherche, est un peu une existence qui n'a pas de sens. Et que donc la conscience, le sens, la quête, l'astrologie, tout cela pointe bien vers un développement extrêmement intéressant, extrêmement important de ce qui peut se passer dans les futures investigations, les futures découvertes, les futures recherches, et cette fameuse peut-être spiritualité du 3e millénaire